Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, notre balado-diffusion hebdomadaire, édition numéro 22 de la saison déjà, en ce 22 mars. Oui, c'est le printemps est arrivé, on est sorti de l'hiver, on a eu quand même un bel hiver, pas trop compliqué au niveau des conditions climatiques. C'était plus difficile évidemment pour suivre les matchs de hockey et tout ça, toujours pas de spectateurs dans les amphithéâtres du Québec, il y en a un petit peu dans les maritimes, mais c'est pas évident, sauf qu'on s'en va dans la bonne direction. On a encore une fois trois invités pour vous cette semaine. On va s'entretenir un petit peu plus tard dans l'émission avec le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec et nouveau recordman pour les blanchissages en carrière, Colton Ellis, le gardien des Highlanders de Charlottetown. On va également discuter, on va faire un petit tour du côté du Connecticut à Bridgeport, plus précisément. On va jaser avec l'ancien défenseur de l'Armada et du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Bolduc, qui connaît un bon départ dans la Ligue américaine. Et évidemment, on va parler aussi avec un joueur du Rocket de Laval, Guillaume Brisebois, cet espoir des Canucks de Vancouver qui a été prêté au Rocket pour la saison en raison évidemment de la COVID, pour question d'avoir Brisebois en sol canadien, si jamais on a besoin d'un rappel du côté des Canucks de Vancouver. On va vous présenter ça dans quelques instants. On va faire le résumé un petit peu de la semaine du Rocket. On va parler de ce qui s'est passé dans les environnements protégés de la Ligue junior majeure du Québec. Et on va également mettre la table pour le début des séries éliminatoires dans la NCAA et suivre ce qui va se passer avec Cole Caulfield à compter de vendredi. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller. Donc, tout ça pour vous au cours des prochaines minutes. Si on revient donc au Rocket de Laval la semaine dernière, lorsqu'on a enregistré notre balado-diffusion qui était présenté, soit dit en passant, en Facebook Live, on s'apprêtait à vivre le match du 15 mars à 17h contre les Sénateurs de Belleville, qu'on vous a présenté d'ailleurs sur la RDS.ca, qui s'est soldé par une victoire de 3-2 du Rocket. Ça, c'était le dernier match avant de prendre la route de l'Ouest pour une séquence de 8 matchs à l'étranger. Le Rocket n'a pas perdu. C'est vraiment une excellente semaine, peut-être une des meilleures semaines de l'histoire, de la jeune histoire du Rocket de Laval. Donc, une victoire lundi à la maison contre Belleville et des gains jeudi, samedi et dimanche contre le Heat de Stockton, qui est une des meilleures formations de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Jeudi, on l'a emporté 4-3 en prolongation du côté du Rocket. Samedi et dimanche, des gains de 4-3 et de 4-1. 4-1, en fait, c'était un match de 2-1. Là. Il y a eu 2 buts dans un filet désert à la toute fin, mais il en demeure pas moins que le Rocket va très bien présentement et s'est hissé au premier rang de la section canadienne et au 6e rang du classement général de la Ligue américaine avec une efficacité de 719 depuis le début de la saison, soit 11 victoires, 4 défaites et une défaite en bris d'égalité. Une seule fois, le Rocket a perdu 2 matchs de suite, les 22 et 24 février dernier, contre le Moose du Manitoba. Donc, la troupe de Joël Bouchard fonctionne très bien. Lorsqu'on regarde les derniers matchs, Ryan Poehling a eu une bonne séquence, but gagnant dans le match de lundi dernier, but gagnant également en prolongation jeudi. En fin de semaine, Joe Blandisi et Joel Teasdale ont été excellents. Teasdale est allé chercher 5 points en 2 matchs. Blandisi s'est hissé au premier rang des marqueurs de l'équipe. Donc, les deux fonctionnent très bien. Ils forment une belle ligne avec Ryan Poehling. C'est un trio, comme le disait Joël Bouchard dans sa disponibilité média hier, dimanche, qui est fatigante à jouer contre. Là. Et Blandisi qui a comme pris sous son aile un peu Poehling et Teasdale et ça fonctionne très bien. Que dire également de cette semaine du Rocket? Ben, on a accordé seulement que 9 buts en 4 matchs. Donc, ça, ce sont également de bonnes nouvelles. Ça avait été plus difficile, on se souvient, dimanche dernier, là, victoire de 5-4 contre Toronto. Mais là, défensivement, l'équipe va bien. L'avantage numérique va bien aussi. On a plus d'opportunités en avantage numérique pour le Rocket et ça fonctionne relativement bien. Ils sont pas sortis de l'auberge. La troupe de Joël Bouchard va jouer un dernier match à Calgary contre Stockton demain. Par la suite, on va revenir vers le Manitoba pour entreprendre une séquence de 4 matchs contre le Moose jeudi, samedi, dimanche et mardi prochain avant de revenir au Centre Bell le 2 avril, toujours contre le Heat de Stockton. Lorsqu'on aura terminé cette séquence-là de 3 matchs contre Stockton, les 2, 4 et 6 avril, il va rester 12 matchs dans la saison du Rocket et ce sera exclusivement contre Toronto et Belleville. C'est pas compliqué, il va y avoir 9 matchs contre Toronto. 8 matchs contre Toronto, pardon, et 4 contre Belleville.
dans les 12 derniers matchs de la saison. Alors, c'est sûr que ça va devenir fatigant, surtout les matchs contre Toronto, qui a toujours une belle rivalité. Guillaume Brisebois fait partie du Rocket de Laval cette année, même si c'est un espoir des Canucks de Vancouver. Les Canucks, comme leur club école est basé à Utica, dans l'État de New York, n'ont pas le choix de laisser quelques-uns de leurs meilleurs espoirs avec des équipes en sol canadien cette année. Ça a été le cas de Tyler Graovac, notamment avec le Moose du Manitoba. Et Guillaume Brisebois s'est joint au Rocket de Laval. Donc, on a fait une brève discussion avec lui pour nous parler, pour qu'il puisse nous parler un peu de son adaptation avec le Rocket, le fait qu'il n'est pas un espoir du Canadien, mais il s'est très bien intégré là, au reste de l'équipe. Il a joué 4 matchs jusqu'ici, Guillaume Brisebois, et ça se passe bien pour lui. A pris son tour régulier dans la formation et l'intégration se passe bien. Alors, je vous présente donc cet entretien avec le défenseur du Rocket de Laval, ancien également des Islanders de Charlottetown et du Titan d'Acadie Bathurst, Guillaume Brisebois. Je vais vous en parler un peu plus tôt, c'est le défenseur Guillaume Brisebois du Rocket de Laval. Guillaume, journée de congé aujourd'hui, vous avez très bien amorcé ce voyage-là. 3 matchs contre Stockton à Calgary et on sort de là avec 3 victoires. C'est peut-être même déjà inespéré un peu, là. C'est 3 grosses victoires qu'on est allé chercher. Je pense qu'on a travaillé très fort les 3 matchs. Je pense que c'est mérité, ces 3 victoires-là. Encore là, c'est un effort d'équipe, puis je pense que tout le monde a bien joué, là. Guillaume, c'est ta 4e saison dans la Ligue américaine. Tu as eu la chance de jouer un petit peu avec les Canucks, mais tu as passé beaucoup de temps à Utica. Là, tu te retrouves dans une situation particulière avec l'organisation du Rocket. Premièrement, quand on t'a présenté cette possibilité-là, comment ça s'est passé? Comment est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là, en ce moment avec le Rocket de Laval et l'organisation du Canadien? En fait, vu que je n'avais pas joué de match encore, puis j'étais sur le taxi squad, à un moment donné, j'ai commencé à réaliser qu'il faut que je joue des matchs. Puis l'organisation a fait la même chose. Puis c'est là qu'ils m'ont proposé de me faire prêter dans une équipe canadienne. Puis après ça, il y a eu des discussions qui se sont passées. Puis Laval a montré de l'intérêt. Puis j'ai décidé de venir jouer pour le Rocket. C'est le meilleur des deux mondes d'une certaine façon, tant qu'à pas être dans la Ligue nationale avec les Canucks, aussi bien être à la maison. C'est comme ça que tu vois ça, quoi? Oui, exactement. Puis je pense qu'avec l'équipe qu'il y a ici, puis avec le groupe d'entraîneurs, je pense que c'est bon pour mon développement aussi. Puis euh, je suis juste une éponge ici, puis j'essaie d'absorber le plus possible des bons conseils des coachs et tout. Puis je pense que je suis ici pour m'améliorer puis d'apprendre. Les grosses différences, les Comets de Utica et le Rocket de Laval. Peut-être commencer par les entraîneurs. Tu sais, Joël Bouchard, on le connaît, c'est un gars qui est intense, tout ça. Est-ce que tu as eu de la difficulté à rentrer là-dedans ou tu t'es bien adapté? Non, je pense que je me suis bien adapté. Tous les coachs ont une manière différente de coacher. Puis Joël a une très belle approche envers la game. Puis il est demandant, mais il est très fair. Puis c'est un excellent entraîneur. Est-ce que tu as eu droit à des taquineries parce que tu ne fais pas partie de l'organisation et qu'habituellement, tu es un ennemi pour le Rocket quand on joue contre Utica? Honnêtement, non. Surprenamment, non. Les gars, ils ont vraiment été accueillants ici. Les gars, ils m'ont fait, depuis que je suis entré, c'est comme si je faisais partie du Rocket. Puis les gars, ils ont été vraiment incroyables là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, dans le fond, de m'intégrer plus facilement. Parle-moi comment ça s'est passé un peu ta quarantaine quand tu es arrivé. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Canadien a bien pris soin de toi là, quand tu es arrivé à Montréal. Si tu nous parlais de ça un petit peu, là. Ouais, le Canadien, ils ont montré de la classe. C'est une organisation qui est assez A1 là-dessus. Je pense qu'en arrivant, ils m'ont réservé un appartement dans la tour des Canadiens, puis ils m'ont amené un vélo avec des poids, puis j'ai pu m'entraîner. Ils m'ont envoyé des entraînements sur mon téléphone que j'ai pu faire. Ils ont vraiment été A1 là-dessus. Tu surveilles beaucoup, évidemment, ce qui se passe avec les Canucks de Vancouver. La saison avance de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'en raison des circonstances, c'est plus difficile d'obtenir un rappel ou si on te laissait entendre que maintenant que tu étais à Laval, que tu avais recommencé à jouer, il y aurait peut-être une chance pour toi d'aller en haut, là? Euh, Honnêtement, j'ai pas grande nouvelle de ce côté-là. Je reste à l'affût, mais dans un autre sens, je suis ici avec le Rocket, puis j'essaie de mettre
toute mon attention ici avec l'équipe. Je sais, j'ai vraiment pas aucune nouvelle. Fait que dans le fond, je suis ici pour apprendre. Puis avec les gars, je suis vraiment investi à 100% ici dans cette équipe-là. Est-ce que tu fais des réunions d'équipe? Tu regardes les matchs Canadiens-Canucks? Oui, j'essaie de regarder le plus de matchs possible, mais là, maintenant, avec le décalage horaire, avec 3 heures de différence, c'est difficile, mais j'essaie le plus possible de me tenir au courant. Guillaume, je sais que ça passe vite, puis ça fait quelques années. Est-ce que tu as un œil un peu encore sur la LHJMQ? Les Islanders de Charlottetown connaissent une saison incroyable, puis tout ça. Est-ce que tu as encore des contacts un petit peu avec eux? Oui, j'ai resté en contact avec l'entraîneur, puis ça a été un entraîneur qui a fait une différence dans ma carrière, puis c'est vraiment un excellent entraîneur, puis j'essaie de rester le plus possible en contact, puis de regarder qu'est-ce que les Highlanders font, puis cette année, ils font, c'est assez incroyable qu'est-ce qu'ils font, puis je suis pas surpris non plus avec, c'est une organisation que ça a été dénigré dans le passé, mais je pense que sérieusement, ils ont tourné de bord, ils ont fait un virage 360, puis ils le méritent vraiment. Qu'est-ce que Jim Holton apporte, que peut-être on connaît moins? C'est un gars qui est moins connu au Québec, mais il fait tout un travail depuis qu'il est là. Oui, c'est un gars qui est vraiment structuré. C'est un gars qui est vraiment structuré. C'est un gars qui est intense. Il est beaucoup demandant. Mais encore là, c'est un gars qui est fair. Puis c'est une bonne personne en dehors de la glace. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre attention à connaître ses gars. Il va essayer d'être là pour ses gars. Mais quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. Puis je pense qu'il fait un excellent travail. Guillaume, merci d'avoir pris le temps de jaser un petit peu avec nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles, j'allais dire des joueurs des autres équipes. Là, tu joues pour le Rocket cette année, là, mais on va avoir l'occasion de se revoir puis plusieurs matchs présentés à RDS au cours des prochaines semaines. Bonne continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ah ben justement, notre prochain match à RDS dans le cadre du hockey et du Rocket Saint-Hubert le 2 avril prochain, début d'une série de 3 matchs contre Stockton, là, les 2, 4 et 6 avril prochain. Donc, vendredi, dimanche et mardi, là, dans une dizaine de jours, lorsque le Rocket aura complété cette séquence à l'étranger après le voyage au Manitoba. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine de hockey, TJ Tynan des Eagles du Colorado, qui est allé chercher 2 buts et 4 passes pour 6 points en 2 matchs. Je me demandais si justement Joe Blandisi et Joel Teasdale auraient pu être considérés également pour être les joueurs de la semaine. Mais on est allé dans une autre direction dans le cas de la Ligue américaine de hockey. Parlant de la Ligue américaine, vous le savez, cette année, les calendriers sont un peu différents. On joue à l'intérieur seulement des sections propres à chaque équipe. Dans le cas des Sound Tigers de Bridgeport, ils sont pris dans une section où il y a seulement 3 équipes, soit Providence et Hartford. Donc, les Bruins de Providence, club école des Bruins de Boston, et le Wolfpack d'Hartford, club école des Rangers. Ces 3 équipes ne s'affrontent qu'entre elles cette saison. Bridgeport, jusqu'ici, a joué 7 matchs contre Providence et 3 contre Hartford. Donc, en 10 matchs, on est allé chercher seulement 3 victoires contre 7 défaites. Il y a quelques Québécois qui évoluent dans cette formation, club école des Islanders de New York. On pense notamment à Félix Bibeau, Arnaud Durando. Et il y en a d'autres. Et il y en a un surtout qui va très bien, c'est Samuel Bolduc, défenseur, l'ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand et du Phoenix de Sherbrooke, pardon, je cherchais mes mots, voilà. Et Bolduc a récolté jusqu'à maintenant 7 points depuis le début de la saison au cours des 10 premiers matchs, ce qui le place au premier rang des pointeurs de son équipe à Bridgeport, au Connecticut. Alors, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec cet ex-défenseur de la Ligue de hockey junior major du Québec. Comme je vous en parlais un petit peu plus tôt, Samuel Bolduc des Sound Tigers de Bridgeport, qui connaît personnellement un bon début de saison, même si c'est plus difficile un peu pour l'équipe. Premièrement, Samuel, je pense que merci d'être là. Et ça se passe comment la vie au Connecticut présentement avec la COVID et tout ça? Ça se passe super bien. La majorité des affaires dans les alentours sont pas mal toutes ouvertes. Mais l'équipe, personnellement, ils sont quand même assez stricts ce qui est niveau hors glace. Ils veulent qu'on reste chez nous le plus possible. Pas trop aller dans les endroits publics, puis ainsi de suite. Tu as joué 10 matchs à venir jusqu'à présent. D'être le premier compteur de l'équipe, est-ce que c'est un peu une surprise pour toi là, qui est à tes débuts, en plus un défenseur? Hein?
Ouais, comme tu dis, pour un défenseur, je m'attendais peut-être pas à être premier de l'équipe, là. Mais non, personnellement, statistique, ça va super bien jusqu'à présent. Puis ça va juste être. Ça va continuer comme ça. Puis le reste, ça va bien aller. Les Islanders, je pense, te font confiance, tu as eu un bon camp, puis tout ça. C'est peut-être là un peu que ça a parti pour toi, là? Ouais, avec le camp des Islanders, je pense que ça m'a permis d'être plus prêt pour le camp de la Ligue américaine cette année. Euh, j'ai appris beaucoup avec les joueurs qui étaient là, entre autres Johnny Boychuk. Et dans l'entourage d'équipe, comme un peu, il développe les joueurs un peu, puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup, puis d'être prêt pour cette année avec Bridgeport. Puis les coachs ici, ils m'aident super beaucoup aussi. Je pense qu'il y a comme 7 défenseurs dans la N2 qui ont passé avec eux autres dans la Ligue américaine. Fait que ça prouve à quel point dans la Ligue américaine ils sont bons avec le développement des défenseurs. On l'a vu au cours des dernières années, on a été patient du côté des Islanders. Noah Dobson n'a pas joué beaucoup au début, puis tout ça. Est-ce que tu sens que c'est la philosophie des Islanders de prendre le temps avec les jeunes, de bien les faire progresser au niveau de la Ligue américaine? Ouais, ben, d'après moi, si j'aurais été prêt à jouer là tout de suite, d'après moi, il m'aurait gardé. Là. J'aurais sûrement resté là, mais j'étais pas encore prêt. Puis ça fait partie comme l'expérience qu'il faut que j'aille chercher dans la Ligue américaine, puis pour être prêt quand ça va être mon temps de venir jouer avec les Islanders. On a l'impression que la marche est beaucoup plus grande entre le junior et la Ligue américaine que peut-être la Ligue américaine et la Ligue nationale. Est-ce que tu es à même de te rendre compte de ça toi aussi, là? Ouais, il y a une grosse différence, surtout entre le junior et la Ligue américaine. Les gars sont pas mal plus vieux, puis ils sont plus forts physiquement, puis ça paraît quand il y a dans la situation d'un coin. Puis même chose dans la Ligue nationale, les gars sont encore meilleurs. Fait que, c'est une grosse différence. On s'entretient avec Samuel Bolduc, l'organisation des Islanders. Samuel, l'an passé, tu avais été échangé au Phoenix de Sherbrooke. On avait l'équipe pour aller jusqu'au bout. On sait ce qui est arrivé. C'est peut-être pour l'équipe pour laquelle ça a été le plus difficile. Je pense tout ce qui s'est passé l'an dernier, là, vous aviez vraiment la situation rêvée. Est-ce que ça a pris du temps à se remettre de ça un petit peu et à tourner la page? Je dirais oui. Étant donné que ma première année avec l'Armada, on s'était rendu en finale, puis on avait perdu. Puis cette année, avec le Phoenix, on avait une super bonne équipe encore une fois. Puis on s'enlignait vraiment bien pour faire un bon bout de chemin en série encore, puis d'aller chercher la coupe qui m'avait échappé ma première année. Mais heureusement, j'ai eu un long break avant de pouvoir commencer à jouer au hockey. Fait que ça m'a permis de prendre un peu de recul puis de me refocuser sur ce qui était sur mon futur dans le fond avec les Islanders puis les Centagons. Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque? Il te manque pas grand-chose pour jouer au prochain niveau là, avec les Islanders, puis toute la façon de travailler de l'organisation. C'est quoi peut-être qu'il faut que tu travailles le plus? Là? Je te dirais ma constance à chaque game. C'est sûr qu'il y a des games que ça va être moins facile que d'autres, que tes jambes vont moins se sentir bien que d'autres. Mais c'est juste qu'il faut que tu trouves un moyen de comme pousser pareil, puis d'être plus intelligent dans certaines situations. Fait que je pense que ça va être ça mon ma grosse affaire à travailler. Là, vous avez un calendrier un peu bizarre. Là. Sauf erreur, vous jouez seulement contre 2 équipes toute l'année. Ouais. On vit ça un peu dans les maritimes, dans la LHJMQ présentement. Là. Charlottetown joue juste contre Cap-Breton puis Halifax, puis les clubs du Nouveau-Brunswick ensemble. Est-ce que ça vient un peu, je vais le dire demain, est-ce que ça vient un peu plate là, de toujours affronter les mêmes équipes? Là? Euh, M'affronter les mêmes équipes, non. C'est plus le peu de game qu'on a par semaine. Je pense
Puis je pense 5 semaines, on jouait une game par semaine, puis c'était contre Providence. Fait que, c'est un peu plus ça. On pratique le matin, puis là, vers midi, 1 heure, on a fini. Puis après ça, tu retournes chez vous, tu fais rien. Puis mettons, comme la semaine passée, on jouait jeudi, puis là, on joue pas avant samedi cette semaine. Fait que, c'est plus ça, mais alors, on joue contre les mêmes équipes. Tant qu'on joue contre d'autres équipes, pour moi, c'est bien correct. Je parle de jouer au hockey, puis c'était ta passion toute ta vie, mais pour la première fois, là, tu gagnes ta vie avec ça. Est-ce que tu vois ça comme un travail maintenant? Ou... Moi, oui. Mes amis, non. Ils voient plus ça comme un jeu en ce qui me concerne. Mais non, effectivement, si je performe pas, je me retrouve pas de contrat, puis je ne regagne plus d'argent avec ça. Fait que, oui, oui, pour moi, je vois ça comme un travail, mais je vois plus ça comme une passion que je pratique depuis que je suis jeune. Puis je veux continuer à poursuivre ma passion le plus longtemps possible. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Tu as la chance de te retrouver avec quelques jeunes Québécois aussi qui sont là, le Félix Bibeau, Arnaud Durando. J'imagine que ça rend ça un petit peu plus facile aussi, là? Ouais. Je pense que c'est la première fois ici qu'il y avait autant de Québécois dans une équipe. Il y a Francis Marotte aussi qui est AJ là, Greer. AJ Greer. Mais il y a aussi Bodie Wild, il comprend le français aussi. Il a grandi à Montréal. Je pense que c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui sont capables de comprendre le français ici. Fait que, ouais, non, ça rend ça plus facile, c'est sûr. Ben, écoute, Samuel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité, ça se passe bien pour toi. Puis, regarde, on va te souhaiter le plus rapidement possible un rappel avec les Islanders. Les Islanders vont très bien dans la Ligue nationale, mais tu as la chance quand même de jouer puis de prendre de l'expérience. Puis, on te souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. Samuel Bolduc, donc, chaque fois que j'entends un ancien joueur du Phoenix de Sherbrooke nous parler de cette fin de saison-là l'an dernier, c'est toujours un peu difficile. On sait comment le Phoenix était en bonne position pour faire un bon bout de chemin et malheureusement, avec la COVID, tout s'est arrêté là, avec quelques matchs à jouer au calendrier régulier. On ne saura jamais ce qui se serait passé en séries éliminatoires l'an dernier. Alors voilà donc pour notre segment sur la Ligue américaine de hockey. Je vous rappelle que le prochain match du Rocket, c'est demain soir, mardi le 23 mars, contre le Heat de Stockton avant de prendre la route contre le Moose au Manitoba. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça a été le début en fin de semaine de 4 nouveaux environnements protégés, la 6e séance d'environnement protégé depuis le début de la saison. On a joué des matchs à Val-d'Or, à Sherbrooke, à Drummondville et à Victoriaville. Pour faire un peu le résumé de ce qui s'est passé à Val-d'Or, les Foreurs sont allés chercher 2 victoires. Les Remparts de Québec, 1 victoire et 1 défaite. Les Huskies ont perdu les 2 matchs, un en temps réglementaire, l'autre en bris d'égalité. Je veux souligner également et souhaiter prompt rétablissement à Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, qui a eu un malaise cardiaque au cours des derniers jours et qui est en convalescence présentement. Soigne-toi bien, Mario. Reviens-nous très fort. Les Huskies qui présentement sont dirigés par son adjoint Brad Yetman. À Sherbrooke, il n'y avait que 2 équipes pour amorcer cette bulle, le Phoenix et les Saguenay-Chicoutimi, qui ont divisé les honneurs des 2 premiers matchs. D'ailleurs, ils vont s'affronter à nouveau ce soir, ces 2 formations, pour une 3e fois, donc en 4 jours. Le Drakkar de Bécomo devait être là en fin de semaine. La semaine dernière, la Ligue junior majeure du Québec a annoncé 2 cas positifs chez le Drakkar. Donc, on avait dit à ce moment-là, le Drakkar se retrouve en quarantaine, 14 jours, pas de match à Sherbrooke. Et finalement, on s'est ravisé le lendemain pour découvrir que les tests positifs étaient de faux positifs. Donc, le Drakkar est autorisé à revenir à Sherbrooke, mais ne le fera donc que pour des matchs mercredi et jeudi. Donc, on aura eu le temps de jouer 2 matchs pour le Drakkar, un contre les Saguenayens, un contre le Phoenix. C'est pas toujours évident avec les tests de la COVID et les environnements protégés, tout ça, mais au moins, on joue des matchs dans la LHJMQ. À Drummondville, les Olympiques de Gatineau ont gagné leurs 2 premiers matchs. D'ailleurs, les Olympiques vont très bien par le temps qui court, 7 victoires en 8 matchs. Les Voltigeurs de Drummondville ont divisé les honneurs et l'Armada, c'est plus difficile. 2 défaites à nouveau là, dans cet environnement protégé. On se souvient que l'Armada avait amorcé la saison avec 9 victoires et aucune défaite. Et depuis la fin de cette séquence-là, au cours des 19 derniers matchs, c'est seulement 7 victoires, 12 défaites. Alors,
après le match du 22 janvier, là, où on est allé chercher une 9e victoire de suite, au cours des 2 derniers mois, c'est beaucoup plus difficile pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui demeure malgré tout une des forces de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. À Victoriaville, l'Océanique de Rimouski est allé chercher 2 victoires. Les Cataractes, 1 victoire et 1 défaite en bris d'égalité. Ce sont les Tigres qui ont perdu leurs 2 matchs là, dans leur environnement protégé à Victoriaville. Dans les Maritimes, si on résume un petit peu ce qui s'est passé, 3 autres victoires durant la semaine pour les Islanders de Charlottetown. Ça en fait 12 de suite. 2 jeux blancs pour Colton Ellis, qui est allé chercher donc le record de la Ligue junior majeure du Québec de tous les temps pour le plus de blanchissage en carrière, soit 18. On va s'entretenir avec Colton Ellis dans quelques instants d'ailleurs à ce sujet. Il y a le Titan Acadie Batters qui a cherché une victoire et une défaite. Les Sea Dogs, 2 victoires en 3 matchs. Les Wildcats, 1 victoire en 3 matchs. Même chose pour le Cap-Breton. Et les Mooseheads ont perdu leurs 2 matchs. Pour revenir à Colton Ellis, le record de jeu blanc de tous les temps, c'était 17 en carrière. Ça appartenait à Philippe Cadorette, qui avait joué pour le Drakkar de Bécomo et les Cataractes de Shawinigan. Et là, Ellis a d'abord égalé ce record-là mercredi soir et l'a battu dans le match d'hier. Je dis mercredi soir, mais c'est un match qui avait commencé mardi. On avait eu des problèmes de glace en fin de match à Charlottetown. Il restait une période à jouer, donc on a continué ce match-là le mercredi. C'est Ellis qui l'a terminé pour signer son jeu blanc. Le match régulier par la suite, ça a été Jacob Goby qui était devant le filet pour les Islanders. Et on est revenu avec Ellis hier qui est allé chercher un autre jeu blanc. Je vais en parler avec Colton dans l'entrevue. Évidemment, on joue beaucoup de matchs là, contre Halifax et le Cap-Breton et on se demande si les statistiques des Islanders ne sont pas un peu biaisées en raison de cette situation du calendrier. J'ai bien hâte de voir là, en séries éliminatoires, lorsqu'on va arriver à la toute fin, qu'est-ce qui va se passer entre Charlottetown et les équipes du Québec qui seront là. Je ne sais pas si ça va être Val-d'Or, je ne sais pas si ça va être Shawinigan, Chicoutimi, Victoriaville. Il y a plusieurs bonnes équipes là, en sol québécois, mais ça va être extrêmement intéressant de surveiller ce qui va se passer. Autre chose qu'on surveille dans le cas de Colton Ellis, c'est sa moyenne à vie. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est 2,32. Et ça, c'est la meilleure moyenne de tous les temps. Évidemment, il reste quelques matchs en saison. Ça peut fluctuer, monter, descendre. Mais il y a de bonnes raisons de penser que lorsque la saison régulière va se terminer, Colton Ellis va détenir aussi le record pour la meilleure moyenne de buts alloués de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec parmi les gardiens qui ont disputé au moins 3000 minutes. Ça peut paraître banal, mais quand on pense à l'histoire des gardiens de but de la LHJMQ au Québec, depuis 50 ans, il y en a eu de très bons. Et pour vous montrer un peu l'évolution du record pour la moyenne de buts alloués, je vais vous mentionner qu'au milieu des années 90, Jocelyn Thibault s'était emparé de ce record-là pour la meilleure moyenne de buts alloués en carrière, et c'était 3,01. Et là, aujourd'hui, on est 25 ans plus tard, on a retranché 0,7 buts par match à ce record-là lorsque la saison va se terminer. Le record actuellement appartient à Andrei Pavelec, gardien du Cap-Breton, qui avait terminé sa carrière junior avec une moyenne de 2,52. Et là, on s'en va présentement vers un 2,32 pour Colton Ellis. C'est quand même assez étonnant et ça dénote évidemment l'amélioration de la technique des gardiens de but, c'est sûr, des systèmes défensifs, de la préparation et tout ça. Il n'en demeure pas moins là, qu'il y a eu une grande évolution à ce niveau-là. Alors, c'est extrêmement intéressant de surveiller ça. L'entrevue que je vous présente à l'instant, bien évidemment, elle a été réalisée en anglais. Je vais traduire les grandes lignes de tout ça par la suite pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue anglaise. Mais je suis heureux de vous présenter donc le joueur de la semaine dans la LHJMQ et nouveau détenteur du record de blanchissage en carrière, Colton Ellis des Islanders de Charlotte. Mon invité cette semaine, je vous en parlais un petit peu plus tôt, le gardien de but Colton Ellis des Islanders de Charlottetown. First of all, Colton, thank you very much for being with us. It's a marvelous season for your team and for you especially. How does it feel to be at the top of the Quebec Junior Hockey League so far this season? Yeah, it's been a great season this far. I think coming into the season, everybody in Charlottetown knew that we were geared up for a run. So to kind of have that success show early on in the season is definitely a good indicator of what we're in for down the road. For you, it was, of course, something new because you were traded from Rimouski, going back in the Maritimes where your roots are. Were you a bit scared about that, leaving Rimouski, where you were comfortable for the past 3 seasons, and now coming in a new place at the start of the season?
Rimouski was nothing but excellent for me since the day I got there. Everybody from up in the head office to my teammates, the staff, my billets, everybody was unbelievable, and I really enjoyed my time in Rimouski. But with that being said, when I found out that I was going to be traded here, there was a lot of excitement getting to play in the Maritime Division and be a lot closer to home. Getting to see my family and friends a lot more was something that I really looked forward to, and um, I've always heard great things about the Charlottetown organization. So I was really excited to come here. How tough it was last year to leave out this season. You had a good team in Rimouski, of course, with Alexis Lafreniere there, and maybe a chance to go all the way. Of course, there was some other good teams in the league, but you were among the contenders and didn't have the chance to do it. Well, was it really tough for the team and for you, especially when you found out that there was no playoffs and no Memorial Cup possibility? I think it was really disappointing for everybody, especially the 20-year-olds and the guys that were going to be moving on. I think they got hit the most in that sense. But yeah, it was definitely disappointing to get this season cut short. But things are bigger than hockey sometimes. So for everybody to stay safe and well, it was the best thing to do, and it was in everybody's best interest that we postponed it. But you mentioned Alexi. Getting to play with him for 3 years that I was there was pretty incredible to see him grow each year and get better. Even though you wondered how he'd be able to get better the next season, and then he'd come back and do it. And there's a lot of guys on that team last year that were great players, and I think we definitely could have made a good run into playoffs. Tell me about this season. You just beat an old record from the Quebec Junior Hockey League. This league has been existing for more than 50 years now, and your name is at the top for the most shutout ever. First, are you surprised by that? And then how does it feel to have that record now? Yeah, it's pretty special. I definitely wouldn't be where I am here today if it wasn't for, the great teams that I played for, especially this year. We play a great defensive system, and everybody's really bought in and helped me get here. I mean, guys are blocking shots, and our penalty kills been unbelievable since the start of the year. So those are definitely key contributors to it. But it wasn't something that I was kind of focused on, especially heading into the season. I didn't even know what the record was until a couple of weeks ago when I got close to it, and then people started talking about it, and you start hearing about it a little more. So. No, it's definitely special to be in the record books for this one. Would you say about the people that are saying, well, it's easy for Charlottetown. They only play Halifax and Cape Breton for the last month and a half or so, and those two teams are rebuilding right now. But for me, I mean, of course, maybe it's a little bit different than other season, but it's still you win your team winning a lot of game, and you're still facing some shots every game. So, do you think that the record of your team and maybe your stats too are a bit not as important as it could be if it was a regular season? Or I think it's playing teams like Halifax and Cape Breton. You always have to be on your toes. It's the game of hockey, like the games when we played, if there was going to be a sure winner. So I think it's easy to get complacent playing the same teams so many times, but our group's done a great job just sticking with it and knowing what we had to do day in and day out to not only get better as a team, but get the wins we needed, because it's going to come right down to the wire, and with all the uncertainty when knowing when playoffs start, they could start anytime, so we got to be ready to go at any time. would you love to play like those Quebec good teams right now, like Val d'Or, and do you have the chance to watch them a little bit on the web? And yeah, I'm hoping we'll be able to get to play them soon, and I'm looking forward to the challenge. I've seen the highlights, and obviously there's a couple great teams in Quebec, so I think everybody's hoping we'll be able to play them soon. you signed your first pro contract a couple of weeks ago. What was the feeling of being a pro now? Well, you're going to start next year a contract, but what was the feeling of doing that? It was pretty surreal, I think. Just kind of getting it done, and the whole process since being drafted was pretty exciting, and to finally get it done was something that I've dreamed about since I was a little kid. And it just makes me think about all the people and all of the
yeah, all the people, my friends and family, and everybody else that contributed to getting me there. Just all the support from home and everybody's just that played a huge factor, and I definitely wouldn't be where I am without the help of them. You're, of course, among the St. Louis Blues family. There was another Maritime goalie that's now playing in Montreal, Jake Allen, who was from the Maritimes too and went through by St. Louis. Was he a kind of a model for you if you go back a couple of years ago? Or? Yeah, I think I obviously knew he was a great goalie, and coming from the Maritimes, you pay a little bit more attention to guys like that, guys that are from kind of the same area. Same with like Crosby, McKinnon, just following them and always watching them. So it's always cool to kind of see people from around where you're from excelling, especially guys like that who are the best in the league. Tell me a bit about going back to your season, Cedric Deriso and Thomas Casey. I mean, they're just unbelievable too this year. Deriso has got 35 goals or something like that. It's kind of a nice blossom for him this year. I mean, we knew he was a good player, but he's been unbelievable this year. Yeah, those two guys have been exceptional all year. Right off the hop, they've been putting the puck in the net and really honing in on key moments and being very opportunistic and showing up when we need them to. They're great players and they're great people too. So to see them do really well, I'm happy for them. The fact that maybe there won't be any Memorial Cup this year, just the President's Cup. I don't want to say just the President's Cup. It's still important, but is it a bit of a how the motivation changed because that maybe there won't be a Memorial Cup? You want to still go all the way and win the league's title? Yeah, I don't think it changes much for us. I think right now with all the uncertainty, you just got to take it day by day and game by game. So I think just as a group, we're just focused on the next game and the next practice and getting better as a individually and ultimately as a team. So I think looking that far down the road wouldn't be good for anybody because, it's going to change 100 times between now and then with all the uncertainty. So I think we just got to take it game by game. Well, Colton, thank you very much for taking that time with us. Congratulations. I mean, there was a lot of good goalies that played in that league over the years. Of course, hockey changed, and sometimes the systems are better now than they were for goalies and for defensive, but you still have your name up there, and it's well-deserved. Always a pleasure to chat with you, and good luck for the rest of the season and the playoff coming. Yeah, thank you very much. Okay. Thanks, Colton. Yeah, no problem. Alors voilà, Colton Ellis, jeune homme très sympathique, gardien de but de 20 ans des Islanders de Charlottetown, qui appartient aux Blues de Saint-Louis. On va résumer un peu, il y avait beaucoup de choses quand même dans cette entrevue-là. D'abord, je lui ai parlé de sa venue à Charlottetown. Il avait passé les 3 dernières saisons dans l'uniforme de l'Océanique de Rimouski, originalement réclamé par les Eagles du Cap-Breton, faut-il le rappeler. Et on l'avait échangé à Rimouski. Il a salué évidemment son passage à Rimouski, que de bons souvenirs. Quitter Rimouski, ça a été un peu difficile, mais en même temps, s'en venir à Charlottetown, il avait entendu de bonnes choses et surtout avoir la chance de jouer dans les Maritimes, plus près de chez lui. Était très excité de ça. Il est revenu sur le fait qu'il a côtoyé pendant 3 ans Alexis Lafrenière avec l'Océanique de Rimouski, comment il a vu son développement, comment il a été bon. Lui aussi déçu, un peu comme on discutait tantôt avec Samuel Bolduc pour Sherbrooke, déçu de ne pas avoir pu aller jusqu'à la fin de la saison l'an passé, de voir vraiment ce qui aurait pu arriver avec l'Océanique, qui faisait partie des bonnes équipes de la Ligue, bien sûr. Au sujet de son record de blanchissage, on remercie évidemment les coéquipiers avec lesquels il a joué. Et surtout cette année, on a un excellent système défensif. Les joueurs bloquent beaucoup de lancers. Ça facilite son travail. Il n'aurait pas pu accomplir ça sans la part de ses coéquipiers. Et jusqu'à tout récemment, il n'était même pas au courant de ce record-là qui existait dans la Ligue junior majeure du Québec et qui était à sa portée. Alors, il est très heureux, là, évidemment, de pouvoir mettre son nom sur ce record. Je lui ai parlé du fait qu'on entend beaucoup, on lit beaucoup aussi sur les médias sociaux à propos de Charlottetown. Ouais, c'est facile, là, ça fait 22 matchs là, qu'on joue, 20 matchs qu'on joue contre Halifax et Cap-Breton depuis le 29 janvier. Et même si on remonte avant la pause en novembre, on avait aussi joué contre Halifax et Cap-Breton. La fiche est de 18-2 là, pour les Islanders, dont 12 victoires de suite depuis le 29 janvier.
c'est certain que ça affecte un peu. Mais ce que Colton Ellis dit, c'est des équipes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis on a quand même un travail à faire. Puis ça serait facile de s'endormir et tout ça. Puis il dit qu'ils réussissent malgré tout là, à se tenir réveillés puis à se préparer parce qu'on ne sait pas quand exactement la saison va se terminer. On ne sait pas quelle allure va avoir les séries éliminatoires et tout ça. Alors, tasse un peu cet argument-là du revers de la main. Je lui ai parlé de Thomas Casey et de Cédric Desruisseaux, les deux qui dominent cette année dans la Ligue junior majeure du Québec. Desruisseaux a déjà 35 buts en 31 matchs. Il dit depuis le jour 1, ces deux bonhommes-là n'ont pas cessé d'être très bons, de mettre la rondelle dans le filet. Alors, soulignait évidemment le travail. Et ce sont les deux autres joueurs de 20 ans avec lui dans cette équipe-là des Islanders. Alors, c'est un des bons trios de joueurs de 20 ans là, au cours des dernières années, le Desruisseaux, Casey et Colton Ellis. Ne sait pas ce qui s'en vient, évidemment. On prend ça match par match et on essaie de se préparer là, en fonction des semaines à venir, des séries éliminatoires et tout ça. Je suis revenu également avec lui sur la signature de son contrat avec les Blues de Saint-Louis, un rêve qui devenait réalité. Il fait maintenant partie de l'organisation des Blues. À compter de l'an prochain, il va pouvoir peut-être faire le saut dans la Ligue américaine. Je lui ai parlé de Jake Allen, un gardien qui a aussi appartenu aux Blues de Saint-Louis, qui joue maintenant pour le Canadien et qui est originaire des Maritimes. Et c'est certain que c'est une sorte de modèle un peu pour lui. Même si Allen est originaire du Nouveau-Brunswick et Ellis de la Nouvelle-Écosse, il était quand même au courant de son parcours. Alors voilà donc un peu pour résumer les propos de ce gardien de 20 ans, Colton Ellis, qui vient d'être choisi joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Peut-être vous parler également de la NCAA a fait connaître hier soir, dimanche, ce qu'on appelle la bracket là, pour les 16 équipes qui vont participer au championnat national américain qui vont mener au Frozen Four. Le Frozen Four, c'est un peu la Coupe Memorial là, des universités américaines. Alors, il y a 16 équipes qui participent à ce tournoi-là, puis on s'en va là, comme ça jusqu'à la grande finale nationale américaine. Lundi dernier, lorsqu'on a enregistré notre balado-diffusion, on attendait en après-midi justement le match des Badgers de Wisconsin contre les Golden Gophers du Minnesota. On s'est qualifié pour la finale de la division Big Ten, mais on a finalement perdu la finale Big Ten. Donc, on croyait à ce moment-là que Wisconsin pouvait être éliminé, mais Wisconsin a été repêché parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que certaines équipes, comme ce sont des éliminations à un seul match, ben, on trouve ça un peu injuste de les tasser, si on veut, là, du portrait pour la possibilité d'aller jusqu'au bout. Alors, Wisconsin a été repêché et va jouer son premier match là, donc au niveau de demi-finale régionale qu'on appelle contre les Beavers de Bemidji State. Ça va se passer vendredi à 13h, heure de l'Est. Donc, vendredi le 26 mars. Et là, évidemment, s'il y a une défaite, là, il n'y a plus de repêchage par après. Là. Chaque match devient une élimination simple. Alors, si Wisconsin gagne ce match-là, ben, va jouer en finale, si on veut, régionale contre le gagnant du match entre Massachusetts et Lake Superior State. Il y a de fortes possibilités que Wisconsin puisse atteindre le Frozen Four qui a lieu à Pittsburgh cette année et qui aura lieu là, le week-end du 8, 9 et 10 avril. Donc, la carrière universitaire de Caulfield peut se poursuivre jusque-là. Il faut d'abord gagner les 2 prochains matchs qui vont amener à cette grande finale nationale. Évidemment, on suit. Dans le cas de Northeastern, l'équipe n'a pas été repêchée. Donc, Jordan Harris, l'autre espoir du Canadien dont on parle beaucoup, est présentement libre. Et aujourd'hui, il y a un coéquipier là, de Jordan Harris qui a signé justement son premier contrat professionnel avec les Oilers d'Edmonton. Alors, est-ce que le Canadien pourrait aller dans cette direction aussi et offrir un contrat à Jordan Harris au cours des prochains jours? Ben, c'est tout à fait possible. Mais il semble que dans le cas d'Harris, moi, j'ai l'impression aussi qu'il pourrait. Ah, ben, tiens, on me confirme justement, la nouvelle vient de sortir au moment où j'enregistre la balado-diffusion. Jordan Harris va demeurer avec les Huskies de l'Université Northeastern la saison prochaine. Alors voilà, c'est réglé, c'est confirmé. Il va jouer sa 4e et dernière saison NCAA l'an prochain. Harris ne se joindra pas pour l'instant au Rocket de Laval ou aux Canadiens de Montréal. Est-ce que c'est en raison de la masse salariale? Est-ce que Harris tient à terminer son stage universitaire?
est-ce que ça pourrait être dangereux? Parce que l'an prochain, au terme de la saison, s'il ne signe pas avec le Canadien, là, pourrait devenir joueur autonome à l'été 2022. Est-ce que le Canadien pourrait perdre cette signature potentielle? C'est un espoir extrêmement intéressant pour... je vais lire avec vous le communiqué. Demeure profondément engagé avec le Canadien pour le futur. Le directeur général du club de hockey, Marc Bergevin, a annoncé que le défenseur Jordan Harris poursuivra son développement. Au terme de discussions entre l'organisation, Jordan et membres de sa famille, il a été convenu qu'il s'agissait de la meilleure option pour son développement. L'organisation appuie entièrement ce plan. Jordan demeure profondément engagé envers les Canadiens. Disputé 19 rencontres avec Northeastern. On ne peut pas avoir ça plus en direct que ça. Là. Je reçois le communiqué à l'instant même, au moment où j'étais rendu à en parler. Alors, Harris, qui a défendu les couleurs des États-Unis au championnat du monde junior 2020, demeure propriété du Canadien, qui l'a sélectionné en 3e ronde lors du repêchage de 2018. Alors voilà, c'est confirmé. Harris, donc, qui ne sera pas ni à Laval cette année, ni avec le Canadien. Mais ce que j'allais dire, donc, pour compléter sur Northeastern, c'est qu'eux n'ont pas été repêchés, donc sa saison est officiellement terminée. Mais Caulfield, ça se poursuit avec les Badgers à compter de vendredi. On a fait pas mal le tour de ce que je voulais discuter avec vous. Comme on le fait quelquefois lorsque le temps nous le permet en fin d'émission, on aime se rappeler des souvenirs, des éphémérides. Et aujourd'hui, le 22 mars, c'est le 13e anniversaire de ce fameux match qui a changé plein de choses dans la Ligue junior majeure du Québec en 2008. Le 2e match de la série demi-finale entre les Remparts de Québec et les Saguenay-Chicoutimi, où il y avait eu cette fameuse mêlée générale impliquant le gardien Jonathan Roy qui s'en était pris à Bobby Nadeau. Ça fait déjà 13 ans, le temps file. Et c'est au terme de ce match-là qu'il y avait eu une profonde réflexion durant l'été 2008 et qu'on a abouti avec des nouveaux règlements pour justement diminuer le nombre de bagarres. Et le nombre de bagarres ne cesse de diminuer depuis cet incident-là qui... quelque part, je pense, quand on va écrire l'histoire du hockey au Québec dans les prochaines années, on va se souvenir de ce match-là parce que ça a changé plein de choses. Anniversaire également demain, ça va faire 15 ans demain, le 23 mars 2006, que pour la première fois de l'histoire, on utilisait la reprise vidéo lors d'un match de la Ligue junior majeure du Québec, un match de 8e de finale entre Val-d'Or et Québec. Éric Charon, le vétéran arbitre, était en devoir. C'est la première fois qu'on entrait ce qui aujourd'hui fait partie évidemment là, du hockey et tout ça, mais la LHJMQ s'était mis au goût du jour en 2006 en utilisant pour la première fois les reprises vidéo lors des séries éliminatoires. Et c'est l'anniversaire aussi cette semaine. Ça va faire bientôt, ça va faire 29 ans, le décès de l'ex-entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec, Ron Lapointe, le 24 mars 92. Le trophée Ron Lapointe qui est remis chaque année au meilleur entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec, trophée qui a été évidemment donné par la Ligue junior majeure du Québec en l'honneur de cet ancien entraîneur qui a notamment dirigé avec les Nordiques de Québec dans la Ligue nationale. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous présenter cette semaine. J'espère que la balado vous a plu. Sur la glace qui est disponible à chaque semaine, téléchargement, habituellement le lundi après-midi vers 15h, 15h30, vous pouvez avoir la nouvelle édition. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe Ligue américaine, Ligue junior majeure du Québec et les espoirs de plusieurs organisations, dont évidemment ceux du Canadien. Alors, je vous rappelle donc cette nouvelle. Jordan Harris ne signera pas de contrat avec le Canadien pour tout de suite, va demeurer à l'université et on va rediscuter de tout ça dans un an, à peu près jour pour jour, lorsque la saison universitaire de Northeastern va se terminer l'an prochain. Donc, c'est une décision qui a été prise conjointement entre le clan Jordan Harris et le Canadien. Alors, je veux remercier mes invités aujourd'hui. Colton Ellis des Islanders de Charlottetown, Samuel Bolduc des Sound Tigers de Bridgeport, Guillaume Brisebois du Rocket de Laval, à la technique Félix Payet, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. C'est notre petite équipe, on est là chaque semaine, bien heureux de produire ce balado-diffusion sur la glace. Je vous dis merci et je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle lundi prochain.